Les Yaoundé. Fin de citation. Mesdames et messieurs, nous y sommes. C'est donc un moment historique pour le secteur de l'eau, mais davantage une fierté pour notre pays, car il marque l'entrée en production du plus grand ouvrage d'approvisionnement en eau potable d'une telle capacité en Afrique au sud du Sahara. L'eau Paépis, dont les spécificités techniques viennent de vous être présentées en détail par l'entreprise de Sinoma, a été réalisé dans le cadre de la coopération sino-camerounaise. Il a été mis en place pour résoudre de façon durable le déficit de production d'eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs à travers une production supplémentaire de 300 000 m3 par jour. Cette production est extensible à 400 000 m3 par jour. Mais j'ai chuté à cause des coupures de courant. J'en ai marre. Je préfère m'aller au village. Le groupe est cher. Il n'y a plus de travaux dehors. Regardez. Il n'y a rien. On chôme. Peut-être le village. Parce qu'au village, il y a quand même... les moustiques ne nous laissent pas. La lumière, rien. Ça grille les ventilateurs, ça grille les transports, ça grille tout. Un paradoxe, quand on sait que nous sommes en ce moment en période de pluie. La pluie arrive et l'énergie s'en va. Les Camerounais se baladent avec les chargeurs à main, comme des vigiles avec les matraques, cherchant les débits de boissons qui ont la chance d'avoir un groupe électrogène avec obligation de consommation. Il est désormais plus facile au Cameroun de voir la neige tomber que de voir de l'énergie électrique toute une journée. Nos pleurs ne leur font rien. Nos cris leur permettent de mieux danser. Nos désolations sont toutes amusantes pour eux. Un véritable coup d'état scientifique. Aucun barrage ne marche. Si vous voyez Gaston Eloundou et lui Paul Montazi, même si vous n'êtes pas un homme en tenue, arrêtez-les. Vous partez même les enfermer, même dans votre chambre. Et après vous appelez n'importe qui que venez les récupérer. On part avec un Kongengi. Direct, on ne les juge même pas. Parce que c'est un scandale. Un scandale d'État. Le barrage Nachtigal, on a commencé à le construire quand? En 2018. Et on nous a dit que le barrage Nachtigal devait produire 420 mégawatts. C'est-à-dire que ça couvrait pratiquement les 30% des besoins du Cameroun. Où en sommes-nous? Dr Yom. Écoutez, il faut comprendre effectivement ce qui se passe pour pouvoir mieux se projeter. Monsieur Ngwa, je voudrais juste lui dire, non, le barrage de Menchoum n'est pas, la chute, c'est pas si puissant que ça, hein, c'est 485 mégawatts, donc ça peut pas, peut-être que c'est du temps des années 60, c'était suffisant pour alimenter une bonne partie de la demande de l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui c'est relativement petit, c'est 485 mégawatts seulement. Sauf que le problème que nous avons au Cameroun, c'est un problème si vous voulez, de vision. C'est un problème politique. Les gens qui dirigent le pays, malheureusement, n'ont aucune vision sérieuse pour le pays. Parce que... Mais on les comprend. On est en situation de néocolonialisme. Et le néocolonialisme signifie que ceux qui dirigent aujourd'hui sont aliénés à ceux qui dominaient le pays hier. Et ces gens-là, qui dominaient le pays hier, n'ont aucun intérêt à ce que le pays se développe. Et donc, du coup, ils bloquent tout ce qui pourrait permettre au pays d'avancer. Même au niveau de la stratégie sur le secteur de l'énergie, vous en arrivez à vous demander, sincèrement, c'est tout un ministère avec l'avis des gens au premier ministère, l'avis des gens au ministère de l'économie, au ministère des finances, à la présidence. Ce sont eux qui sont assis pour élaborer ça. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé avec l'électricité d'origine hydraulique. Il n'y en a pas. Aucun dans le monde ne s'est développé parce qu'on a fait beaucoup de barrages. Ça n'existe pas. Les pays qui se sont développés à partir du thermique. Et
les grands enjeux qui ont même été au cœur de certains des conflits les plus violents dans le monde étaient liés au contrôle des sources d'énergie thermique. La Première Guerre mondiale et la roue, par exemple, où il y avait le charbon, etc. La guerre entre la France et l'Angleterre dans les années 1860, la France et l'Allemagne dans les années 1870, c'était pour le contrôle de la roue qui est très riche en charbon. Le déplacement massif des populations d'Angleterre au 19e siècle pour les envoyer en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais c'était quoi? C'était pour contrôler les gisements de ce qu'on appelle la rouille, du charbon. Et une grande partie de quelqu'un d'immense comme Karl Marx ou Friedrich Engels est basée là-dessus. Germinal, qui est une œuvre écrite d'Émile Zola, basée sur justement comment se passait le travail dans ces mines-là. Notre président de la République, notre gouvernement, n'ont aucune stratégie de développement de ce secteur. Ils ne savent pas quoi faire. Dans tous les cas, ça fait 65 ans qu'ils sont là, donc ils ne savent pas quoi faire. Si on me dit qu'après 65 ans, ils savent ce qu'ils doivent faire, ça veut dire que la question de l'expérience n'a aucune valeur. Mais 65 ans après, on n'y est pas. Beaucoup de gens vous diront, oui, mais quand on avait la Sonel, ça marchait. C'est faux. La Sonel, c'était dans quelques villes. On a 360 communes aujourd'hui. Je doute fort qu'il y en ait 120 qui aient de l'électricité. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, on est à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bouya, à Bamenda, à Garoua. On croit que les problèmes d'électricité ne se posent que là. Ailleurs, les gens n'ont même pas d'électricité. Et les Camerounais n'imaginent pas à quel point le pays est pauvre. Ils ont le sentiment là, ils voient quelques bâtiments, ils voient les gens avec les grosses voitures, ils voient qu'il y a des gens qui sont souvent dans les aéroports. Là, il y a quand même des aéroports. Ils croient que le pays est très pauvre. Extrêmement pauvre. Par rapport à quoi? Par rapport non seulement à ce qu'il aurait pu être, oui, si on avait réglé les problèmes du secteur de l'électricité, oui, mais par rapport aux pays de même niveau en termes, c'est-à-dire qui sont devenus indépendants au même niveau, qui ont à peu près le même niveau de population, à la même superficie. Okay. Le pays est extrêmement pauvre. L'électricité, c'est quoi? C'est la production, le transport, la transformation, la distribution. Ça, c'est les métiers constituants, mais ce n'est pas que ça, l'électricité. L'électricité, c'est aussi l'industrie qui fabrique les équipements. Il n'y en a pas. Vous avez un niveau de production tellement bas. Nous sommes autour de 1500 MW de puissance installée, thermique et hydroélectrique combinée. Sauf que nous avons dépensé 179 milliards à Kribi, c'est arrêté. Nous avons dépensé, je crois, 50 ou 80 milliards à Dibamba, c'est arrêté. C'est à l'arrêt, hein. Il n'y a rien, c'est arrêté. Nous avons mis quelque chose comme 60 milliards à Hala à l'époque. On ne sait pas où ça se trouve. En fait, on a de l'argent qu'on gaspille. Là, lorsque M. Ngwa dit que les gens vont faire des études pour voir comment on produira de l'électricité avec des copeaux, avec des déchets de scierie, vous comprenez que les gens sont perdus. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Vous avez du gaz de Limbe à Campo. De Limbe à Campo, de Douala à Eder, vous n'avez que ça. Vous n'avez que du gaz et du pétrole, naturellement, mais prenons du gaz. Et les gens ne sont pas capables d'imaginer que c'est ça qu'il faut faire. Quand vous prenez la stratégie de secteur électricité du Cameroun, ils vont vous dire, oui, on fait le mix énergétique, hydroélectricité. C'est l'hydroélectricité qui est, si vous voulez, l'option de base. Et puis tout ce qui est thermique, c'est l'option accessoire additionnelle, optionnelle, parce que ça vient en soutien à l'hydroélectricité. Mais vous demandez, mais ces gars vivent sur quelle planète? Ils sortent d'où? Et il y a un ministre là-bas, il y a des conseillers techniques, des directeurs là-bas. Ils sortent d'où, ces gars-là? Pour construire un barrage, quand vous voulez développer un barrage, vous avez entre 7 ans et 15-20 ans pour certains. Et les coûts au niveau des barrages, vous êtes autour de à peu près entre 1 million et là où c'est extrêmement grave, 1 million et 1,5 million d'euros par mégawatt. Quand vous venez au niveau du gaz, vous êtes autour de 0,8 à 1,2 million d'euros par mégawatt. Il faut être le premier idiot, va vous dire qu'il va faire du gaz. Le premier idiot, c'est-à-dire qu'il n'est même pas intelligent, il est idiot. Il va vous dire je vais faire du gaz. Au Cameroun, ils vont s'asseoir, faire un petit barrage de 15 mégawatts, ils disent que c'est 35 milliards. D'ailleurs, les 35 milliards, c'est pas sûr parce qu'on parle de
de l'enveloppe qui est montée jusqu'à près de 120 milliards. Vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont pris 845 milliards pour Nachtigal, 455 pour Mbenvele, et puis 35 pour Mekin, ça fait 1340 milliards à peu près, qui était censé nous apporter 420, 210 et 15 mégawatts. Vous n'avez toujours rien. Vous n'avez rien du tout. Personne ne dit rien. Vous n'avez rien. Vous auriez pris les mêmes 1340 milliards, vous auriez fait du gaz à Limbé, en faisant une partie à Limbé. C'est dans les solutions de paix. Les gens sont là, vous ne savez pas trop à quoi ils réfléchissent, ou ils sont dans leur bureau, ça leur plaît dans le bureau climatisé simplement. Vous mettez 600 milliards à Limbé, vous mettez le reste entre Kribi et Douala, et vous avez 2000 mégawatts. 2000 mégawatts avec du gaz. 2000. Mais enfin, ils sont sérieux. Mais les gens font quoi là? Vous confirmez également peut-être les accusations, les soupçons de détournement dans ce cas? Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ils ont détourné, ils ont bouffé, ils ont fait qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Parce qu'on parle quand même de milliards. Madame milliards, c'est beaucoup de milliards. Le peuple qui nous écoute a très bien compris ce que j'ai dit. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce truc. J'ai dit que 1340 milliards, vous avez 2000 mégawatts. Le peuple constate qu'ils n'ont rien qui sort de Mekin, ils n'ont rien qui sort de Mbenvele, ils n'ont rien qui sort de Nachtigal. Vous croyez que le peuple est bête? Qu'est-ce qu'il a conclu? Que les gars ont bouffé? Les projets ne sont pas achevés. Ou alors les projets n'ont pas été bien pensés aussi. Tout ça, c'est bouffé. Parce que je refuse de croire qu'un ingénieur... Moi, je ne suis pas ingénieur. Ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai porté un projet d'électricité. Donc, c'est comme ça que j'ai appris en écoutant les ingénieurs. Moi, je suis dans le domaine financier. Donc, les gars auraient pu faire 2000 mégawatts et ils auraient pu faire ces 2000 mégawatts en moins de 10 ans. Pourquoi? Vous développez un barrage en 7 ans minimum et vous le construisez. Si vous prenez le plus petit, vous êtes autour de 7 ans. La centrale à gaz, électrique à gaz, vous avez certaines que vous pouvez développer en 18 mois. Et si vous avez de grosses centrales, vous en avez pour 3 ans, 36 mois. Vous allez à 60 mois quand vous faites des centrales modulaires. Et ces gars, ils font quoi là-bas? Or, le fait qu'ils fassent comme ça et que le président lui-même ne sache pas très bien quoi dire, parce qu'il vient raconter là dans ses discours, oui, on va faire ça, mais on ne voit rien, ça veut dire qu'en fait, tout Yaoundé là, soit ils ne comprennent rien à l'électricité, soit ces gens-là, ils n'ont aucun plan sérieux, soit en fait, ils nous volent. Et ils sont conscients qu'ils nous volent. Donc, vous avez ça. Et vous avez le fait qu'au Cameroun, même si on avait fait les 2000 mégawatts qui nous permettaient d'avoir 3000 à 3500 mégawatts aujourd'hui, en considérant que, d'après une étude faite en 2015, le Cameroun, le directeur général d'Eneo disait qu'on avait un gap, c'est-à-dire une demande non satisfaite de 3000 mégawatts en 2015. Si vous y mettez un taux de croissance de 7,5 à 10%, nous sommes aujourd'hui autour de 6000, 7000 mégawatts de déficit. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ils disent 1500 mégawatts à peu près de puissance installée, mais je vous ai dit qu'il y a à peu près 200 et puis 50 ici, là, 250, 300 qui ne fonctionnent plus. Et vous avez la 60 qui ne fonctionne plus. Donc, on a à peu près 310 mégawatts qu'il n'y a plus dans cette puissance installée. Donc, on est autour de 1200. Et vous avez 30% de pertes sur le réseau, c'est Léo qui le dit, lié à la vétusté du réseau. Et vous voyez qu'il y a quand même des lignes qu'on essaie de construire là. 30%. Ça veut dire qu'en clair, nous avons réellement autour de 800 à 900 mégawatts d'électricité disponible. Comment on va distribuer 800 à 900 mégawatts à 30 millions d'habitants sur 475 000 km²? Donc l'autre problème de l'électricité que nous avons, qu'on n'évoque pas souvent, c'est le manque d'industrie, de production d'équipements. Vous avez un pays comme celui-ci, vous allez importer tout le temps. Vous avez des gens assis à Yaoundé. Vous voyez les pylônes là, non? C'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Les pylônes de haute tension là. Ils sont assis là à Yaoundé. Ils ont à l'UQAM, ils se plaignent que à l'UQAM va fermer, il n'y a pas d'argent pour relancer. Ils passent leur temps à importer les pylônes en aluminium, alors qu'à l'UQAM fait de l'aluminium. Donc pendant 65 ans, les types n'ont pas pensé qu'ils pouvaient s'assurer qu'on transforme l'aluminium pour faire les poteaux. Jamais, ils ne passent pas à ça. Et il nous faut les câbles. Ils n'ont jamais pensé qu'il faut faire
une usine qui fabrique les câbles. Oui. Et ils se plaignent qu'il n'y a pas d'électricité. Mais même si on produisait 3500 mégawatts, on allait les transporter avec quoi? On devait importer les câbles. On les transporter comment? Ils n'ont aucune industrie qui fabrique le moindre transformateur. C'est-à-dire même les disjoncteurs. Il n'y a pas. Ils n'ont pas une seule usine qui fabrique ne serait-ce que des disjoncteurs. Ça veut dire que même si on a de l'électricité suffisamment, même si on avait les 9000 mégawatts qu'il nous faudrait aujourd'hui, on n'aurait pas les moyens d'installer chez tout le monde parce qu'on ne fabrique pas les compteurs, parce qu'on ne fabrique pas des disjoncteurs, parce qu'on ne fabrique pas des câbles haute tension, moyenne tension, basse tension pour transporter, parce qu'on ne fabrique pas les poteaux. C'est-à-dire que, alors qu'on a une usine qui fait de l'aluminium, aucune vision, aucune stratégie qui puisse être acceptable. Et les investissements on peut prendre 1340 mégawatts, on les jette, on n'a pas un seul mégawatt et tout le monde regarde. Il n'y a pas plus d'électricité dans les villages. Faut pas, je sors par là. Nous avons 360 communes, ce qui peut représenter à peu près, si vous allez chercher, nous sommes autour de 1800-2000 villages dans ces communes-là. Mais sur les 1800-2000 villages, mais vous n'avez même pas 100 villages qui sont installés. Peut-être comparer aux années antérieures, c'est peut-être dans ce sens-là. Je parle de maintenant là. Je parle de 2000. Je parle du 19 février 2025, moi. Il n'y a pas 100 villages qui ont l'électricité. Il n'y en a pas. Il faut que je suis content que M. Biliga ait soulevé ça parce que il nous pompe l'air tout le temps. Le président vient dire ouais, le problème de l'électrification rurale, on va installer le solaire, machin. Quel est ce pays dans lequel les gens sont en train de raconter des histoires? Vous voulez vous lancer dans le solaire qui coûte une fortune, pour lequel vous avez besoin au-delà de l'équipement pour qu'on installe. Vous avez besoin de solutions logistiques énormes parce qu'il faut transporter tout ça. Vous avez besoin d'avoir 1 million de techniciens que vous n'arrivez pas à former et vous vous lancez quand même là-dedans. Mais ça veut dire que c'est des stratégies de détournement de fonds. Alors que vous réglez le problème en utilisant du gaz qui est en abondance de Limbe à Campo. Vous en avez partout. D'accord. Merci. J'étais dehors, je suis rentré. Le temps d'entrer pour me coucher, me reposer. Subitement, le sommeil ne me prend pas. Ou c'est que le réflexe qui m'impressionne, dès que je sors dehors, ce n'est que la pression. Je me pose la question que l'eau aussi sort d'où. À l'instant, pour retourner, pour appeler ma femme comme elle était couchée, parce que moi j'étais qu'au salon. Le moment de retourner dans la chambre, j'ai dit que maman, la remède sort un peu voir ce qui ne... À l'instant, j'ai dit que l'eau m'atteignait déjà. Donc je ne sais comment j'ai fait pour sauver. J'ai sauvé Rémé avec 2 enfants. Votre femme? Ma femme, oui. Moi j'ai vu comment le taxi entrait là, je ne sais pas comment le taxi venait. Je ne sais même pas s'il venait en bas, s'il venait en haut. Le taxi est venu comme ça là. Donc il entre seulement, il se retourne. Le taximan n'est même plus là parce qu'il est déjà parti. Oui, le taximan a touché l'arrière de la moto. C'est ainsi alors que il les a perturbés de l'autre. Yaoundé vit au rythme de délestage depuis quelques mois. Les populations qui vivent cette situation difficile essayent de trouver des alternatives, chacun à son niveau. J'utilise les va-et-vient, les lampes chinoises. C'est ça que moi j'utilise à la maison. J'ai fait l'effort de souvent charger. Quand on coupe, j'allume. Il y a les gens qui utilisent les groupes électrogènes comme les boutiquiers par exemple. Et nous les personnels aussi, on utilise nos téléphones. Avec le temps, on a constaté qu'il y avait des lampes rechargeables et puis on s'est adapté. Dans les quartiers qui ne sont pas totalement sévrés, les conséquences sont fâcheuses. Et quand on coupe déjà le courant là, il n'y a plus moyen de travailler. Nous qui n'avions pas trop d'eau de charge, on est obligé de rentrer à la maison parce qu'on n'a rien à faire. Cependant, les mesures prises par les populations question de s'adapter à la circonstance sont parfois limitées, faute de moyens et bien d'autres raisons. Les populations qui subissent de plein fouet les conséquences de ces coupures répétées de courant souhaitent un retour rapide à la normale. Quand on dit au Cameroun qu'on est tous nés avant la honte, c'est parce que nous voyons au quotidien les choses normales devenir anormales. Voici l'immeuble ministériel numéro 2, situé en plein cœur de la ville de Yaoundé. Mais ne vous fiez pas à sa taille gigantesque. Voici à l'intérieur son plus grand danger. Les ascenseurs tous croulants, somnolents, se rapprochant tous les jours de l'effondrement. Entrer dans l'une de ces boîtes métalliques est comme faire la litanie de cette douleur à la grotte mariale avec les genoux.
Les usagers se bousculent, se marchent sur les orteils pour arracher une place dans cet ascenseur. Le dernier d'ailleurs qui joue les survivants et qui ne tient qu'à un fil de courant. Les deux autres sont à la morgue et attendent tranquillement le budget programme pour leur enterrement. Cet édifice public de plus de 30 ans d'âge abrite, tenez-vous tranquille, 5 départements ministériels. 5 ministères qui regardent la catastrophe se dessiner sur leurs yeux et ne disent rien. Le seul ascenseur qui joue encore au galant pour éviter que les mollets de nos mères et nos épouses qui travaillent ici ne ressemblent aux adeptes du bodybuilding. Est lui-même actuellement dans un état comateux. Il compte ses jours de vie au regard des charges dépassant la moyenne qu'il est obligé de supporter au quotidien. Quand vous avez rendez-vous dans cet immeuble, il vaut mieux s'arrêter à la pharmacie, acheter une ventoline. Même si vous n'avez pas les problèmes de respiration, vous vous dites simplement, c'est pour la prévention des catastrophes. Une boîte métallique qui commence à être pathétique et se rapproche tous les jours du chaotique. Un ascenseur qui n'a plus accès à tous les niveaux du bâtiment. Le calvaire s'accentue, il commence à montrer les signes de fatigue d'un fonctionnaire qui a besoin de retraite. Son âge ne lui permet plus de porter autant de kilos. Il devient donc un ascenseur en toute lenteur qui fait peur à tous les visiteurs. Ces boutons ont compris avant lui que le danger est imminent et ils ont pris leur retraite anticipée. Si par mégarde l'un des déconne en plein service, tant pis pour ceux qui y sont. Ici, on monte serré, avec risque de coupure d'électricité, sans oublier que les silencieux sortent et parfument l'intérieur de l'ascenseur. Même le cache-nez ne peut rien faire pour vous. Et si votre niveau d'accès n'est pas opérationnel, il est possible d'être asphyxié. Cet ascenseur est désormais interdit aux cardiaques, asthmatiques et épileptiques. Il vit avec les pannes et il a de la peine à s'ouvrir et à se fermer. Le pauvre se demande pourquoi il est obligé de subir un tel supplice. Quand on se décide à fuir les ascenseurs, on se retrouve dans les couloirs sombres des escaliers. Voyez par vous-même, on dirait un tunnel. Attention à la marche. C'est bien le mot d'ordre ici. Il est plus facile de croiser une souris au couloir qu'un individu. Tout le monde redoute ces escaliers au risque de se retrouver au sous-sol sans avoir bu de l'alcool. 18 étages à pied, même pour un athlète qui prépare les Jeux Olympiques. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, dont il est question aujourd'hui, s'inscrit dans ce vaste programme d'amélioration de l'accès à l'eau des populations de notre cher et beau pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour, qui consiste en la mise en service de cet ouvrage d'envergure, est la matérialisation et la concrétisation de l'engagement du chef de l'État à fournir une eau de qualité et en quantité suffisante à toutes les populations du Cameroun, dont celles des villes de Yaoundé, de la ville de Pachenga, de la ville d'Oubala et bien d'autres, pour ne parler que de ce pays épice. En effet, le président de la République, instigateur de ce projet, qui a fait l'objet de sa très haute attention durant toute la phase d'exécution, annonçait lors de son message à la nation le 31 décembre 2023, et je cite: le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Fin de citation. Mesdames et messieurs, nous y sommes. C'est donc un moment historique pour le secteur de l'eau, mais davantage une fierté pour notre pays, car il marque l'entrée en production du plus grand ouvrage d'approvisionnement en eau potable d'une telle capacité en Afrique au sud du Sahara. L'eau épice, dont les spécificités techniques viennent de vous être présentées en détail par l'entreprise de Sinoma, a été réalisé dans le cadre de la coopération sino-camerounaise.
Il a été mis en place pour résoudre de façon durable le déficit de production d'eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs à travers une production supplémentaire de 300 000 m3 par jour. Cette production est extensible à 400 000 m3 par jour. De par sa source stratégique et emblématique est la Sanaga, dont le débit est régulé toute l'année, le Paipis dispose d'une ressource suffisante en eau, quelle que soit la saison. En effet, avec une production qui peut aller jusqu'à 400 000 m3 par jour, dans sa phase d'extension, l'eau du Paipis constitue une